Bonjour à tous. Allez, on se lance dans une fiche de révision sur les débuts de la République romaine. L'idée, c'est de revoir ensemble tous les concepts vraiment importants de cette période fondatrice. On va parler de la res publica, bien sûr, mais aussi de la fameuse lutte entre les patriciens et les plébéiens. Bref, on plonge au cœur de Rome entre 509 et 264 avant notre ère. C'est parti! Alors, pour bien commencer, on a cette citation assez forte de l'historien Salluste. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que ça nous montre que la République, pour les Romains, c'était pas juste une organisation politique, hein. C'est bien plus que ça. C'est presque un projet moral. On le voit comme une sorte de bouclier, un rempart contre l'orgueil et la tyrannie qui naissent du pouvoir quand il n'a pas de limite. Et ça nous amène tout droit au concept central, la res publica. Littéralement, la chose publique. Et il faut bien comprendre que pour l'époque, c'est une idée complètement révolutionnaire. Imaginez un peu le changement. On passe d'un royaume, qui est en gros la propriété privée d'un roi, à un État, qui, du moins en théorie, appartient à tout le monde, à tous les citoyens, et qui est censé servir l'intérêt de tous. C'est vraiment la base de toute leur vision politique. Bon, maintenant, voyons le territoire des Romains. Où est-ce qu'elle prend place, cette nouvelle république? Parce que pour bien saisir ce que c'est, il faut d'abord comprendre son espace, son territoire. Et on va voir que pour les Romains, c'est un lieu qui est à la fois très concret, très physique, mais aussi chargé de symboles. Alors, si on dézoome au maximum, on a d'abord le Latium. C'est une région assez petite, sur la rive gauche du fleuve Tibre. Mais attention, même si c'est petit, c'est le berceau de Rome. C'est vraiment là que tout démarre. Et à l'époque, Rome est entourée d'autres peuples latins, qui sont un peu tout à la fois des voisins, des concurrents, et qui deviendront plus tard soit des alliés, soit des peuples soumis. Maintenant, si on zoome un peu, on arrive au concept de cité, la civitas en latin. Et là, attention, c'est un point super important, une cité, ce n'est pas juste une ville. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une communauté de gens, de citoyens qui partagent les mêmes dieux, les mêmes lois, la même culture. Et cette communauté vit sur un territoire qui comprend la ville elle-même, mais aussi toute la campagne autour. C'est ça, le vrai cœur battant de la République. Et puis, au centre de cette cité, on a l'urbe. Là, on parle bien de la ville physique, des murs, des rues, des bâtiments. Mais pour un Romain, il n'y a pas 36 urbes. Il n'y en a qu'une seule qui compte, Rome. C'est la ville avec un V majuscule. C'est le point de repère absolu dans leur univers. Et au cœur de cette urbe, il y a une dernière limite, une frontière un peu spéciale parce qu'elle est invisible, mais elle est absolument fondamentale. C'est le pomerium. Ce n'est pas un mur pour se défendre, non. C'est une limite religieuse, sacrée. Une fois qu'on l'a franchie, des règles très strictes s'appliquent. Interdiction d'entrer en armes, interdiction d'enterrer les morts. Et ça nous montre à quel point, chez les Romains, l'espace, le territoire et la religion sont complètement liés. Voilà pour le territoire. Maintenant qu'on a posé le décor, on va s'intéresser aux gens qui y vivent. Et on va voir que la société romaine de cette période, c'est tout le contraire d'un groupe homogène. En fait, elle est traversée par une division très très profonde. Une véritable fracture. Et cette grande fracture, la voilà. C'est le conflit entre les patriciens et les plébéiens. D'un côté, on a le patriciat. Ce sont les grandes familles, la vieille aristocratie, qui disent descendre des tout premiers compagnons de Romulus, les pâtres. Au début, ce sont eux, et seulement eux, qui ont le pouvoir. Et de l'autre côté, on a la plèbe. La plèbe, c'est simple, c'est tous les autres, du commerçant super riche au paysan qui n'a rien. Et c'est leur long combat pour l'égalité des droits qui va vraiment rythmer toute la vie politique de cette époque. Mais alors, d'où est-ce qu'ils tirent leur pouvoir, ces patriciens? Eh bien, la réponse tient en un mot, la gens, l'équivalent du clan. Et attention, une gens, ce n'est pas juste une famille. C'est bien plus large. C'est un immense réseau de plusieurs familles qui se disent toutes descendre du même ancêtre lointain. C'est une véritable machine à pouvoir qui leur garantit une influence énorme dans la cité. Mais bon, attention, rien n'est figé. À force de lutte, les choses finissent par évoluer et on voit apparaître une nouvelle élite qu'on appelle la nobilitas. C'est en fait une fusion entre les plus grandes familles patriciennes et les familles plébéiennes les plus riches, celles qui ont réussi à se hisser. Le pouvoir n'est donc plus seulement une histoire de sang de naissance, mais aussi de succès. Le petit bémol, c'est que cette nouvelle élite va vite devenir aussi fermée que l'ancienne. Et puis, tout en bas, mais vraiment tout en bas de la pyramide sociale, on trouve les prolétaires, les prolétaries. L'origine du mot dit tout, en fait, ça vient de prols, qui veut dire les enfants. Pourquoi? Parce que leur seule et unique richesse, c'était leurs enfants. C'était leur seule façon de contribuer à la cité, faire des fils pour remplir les rangs des légions. Passons maintenant au gouvernement de la cité. La question qu'on peut se poser, c'est
comment est-ce qu'on arrive à gouverner une société avec de telles divisions? Quels sont les grands principes qui structurent le pouvoir à Rome? Allez, on regarde ça de plus près. Alors, s'il y a un mot à retenir pour décrire le système politique romain, c'est celui-ci, oligarchie. Il faut être très clair là-dessus, la République romaine, ce n'est absolument pas une démocratie comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Le pouvoir, en réalité, il est entre les mains d'un tout petit groupe, une minorité de familles puissantes qui tiennent les rênes. Mais alors, comment est-ce qu'ils justifient un système aussi inégalitaire? Eh bien, ils reprennent une idée qui vient des Grecs, celle de l'égalité géométrique. Le principe est assez simple en fait. Les droits politiques que l'on a doivent être proportionnels aux devoirs que l'on assume pour la cité. Pour le dire plus crûment, plus on est riche, plus on paie d'impôts et plus on contribue à l'armée. Et donc, plus on a de droits politiques. C'est cette logique qui est vraiment à la base de tout leur système. Maintenant, changeons de perspective. On a vu comment Rome fonctionne de l'intérieur, regardons comment elle se comporte avec le monde extérieur. Comment est-ce que cette cité agit avec ses voisins? Et là, on va le voir, c'est une histoire de guerre quasi permanente et de conquêtes qui, petit à petit, vont construire les fondations du futur empire. Ce témoignage de Tite-Live, il est terrible, mais il nous rappelle une chose fondamentale. Au début, Rome est une puissance fragile. Et le sac de la ville par les Gaulois vers 390 avant notre ère, ça a été un véritable traumatisme national. De cette humiliation va naître une sorte d'obsession pour la sécurité, une obsession qui va se transformer en une politique de conquête très agressive, avec un seul et unique objectif, faire en sorte que ça n'arrive plus, jamais. Et cette conquête, ce n'est pas du tout quelque chose de désorganisé, bien au contraire. C'est une méthode, un système bien huilé qui se répète encore et encore. Regardez. D'abord, étape 1, la victoire militaire, évidemment. Étape 2, on confisque une partie du territoire des vaincus qui devient l'ager publicus, la terre publique romaine. Étape 3, on leur impose un traité, un foedus, qui fait d'eux des alliés, mais en réalité, ils sont soumis. Et enfin, étape 4, on implante une colonie avec des citoyens romains pour bien contrôler la zone. C'est une mécanique implacable, une vraie machine à conquérir. Ce qui est peut-être le plus incroyable dans tout ça, c'est l'état d'esprit des Romains. C'est ce que nous explique l'historien Polybe. Les Romains, en fait, étaient absolument persuadés d'être dans leur bon droit. Pour eux, ils n'étaient pas des agresseurs qui volaient la terre des autres. Non, ils avaient le sentiment de faire la guerre pour récupérer un bien qui leur appartenait, qui leur revenait de droit. Et cette conviction, cette certitude, c'était un carburant idéologique d'une puissance phénoménale. Et on termine avec une question qui, je trouve, résume assez bien tout ce qu'on vient de voir. La République, à la base, elle est pensée comme un bouclier contre la tyrannie, contre le pouvoir d'un seul homme. Mais en même temps, elle a donné naissance à une redoutable machine à conquête. Alors la question c'est, est-ce que l'un est la conséquence de l'autre? Est-ce que cette organisation hyper efficace pour faire la guerre vers l'extérieur était, en quelque sorte, le prix à payer pour garantir la liberté à l'intérieur? La question reste ouverte. Et c'est sur cette réflexion qu'on termine cette fiche de révision. Merci et bon courage.